Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Le week-end passé à Addis Abeba, l'Union africaine tenait un sommet extraordinaire, le mot étant à prendre dans ses deux sens. Au sens premier, un sommet extraordinaire est convoqué pour discuter de points des choses qui sortent du lot ordinaire des discussions de chefs d'État. Et au sens second, ce sommet était extraordinaire à bien des égards, puisqu'il était question de se prononcer sur les réformes institutionnelles, fruit d'un long travail abattu par Paul Kagame, mais des réformes qui sont clivantes. On se rappelle en effet qu'en 2016, l'Union africaine avait chargé le président rwandais de réfléchir aux moyens de garantir l'autonomie financière de l'organisation. Le sommet extraordinaire s'est donc tenu sur insistance de M. Kagame, qui devra céder dans quelques mois son fauteuil de président à son homologue égyptien, bien moins enclin que lui à défendre et à adopter des réformes institutionnelles. Mais à 3 mois de la fin du mandat du chef de l'État rwandais, le bilan des réformes proposées est en demi-teinte. Nous en parlerons avec nos invités. En seconde partie, nous irons loin, très loin au-dessus de nos têtes pour visiter le satellite Mohamed VI-B, lancé avec succès en milieu de semaine. Pourquoi un second satellite? À quoi servira-t-il? Et dans quelle mesure le Maroc acquérera-t-il une meilleure souveraineté de son information? Avec nous pour débattre de ces deux thèmes, Naïm Kamal, vous êtes directeur de Kuwait.ma et habitué des lieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Hicham Hafid, vous êtes chercheur à l'Institut des études africaines. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Merci. Aziz Saïdi, vous êtes directeur de la rédaction à la Tribune Afrique. Bonjour et bienvenue à vous trois et à vous en particulier. Ainsi donc, les 17 et 18 décembre à Addis Abeba, 22 chefs d'État et de gouvernement étaient, 17-18 novembre, excusez-moi, à Addis Abeba, 22 chefs d'État et de gouvernement sur 54 étaient présents dans la capitale éthiopienne. Ils ont fait, certes, avancer les choses, mais tant de points restent à régler. Alors, Naïm Kamal, on commence avec vous. L'Union africaine, dans sa configuration actuelle, souffre d'un certain nombre de maux et de dysfonctionnements d'ordre administratif et financier, sans parler de la composante politique. Alors, est-ce que vous pourrez nous rappeler quels sont ces hiatus dans le fonctionnement de l'organisation panafricaine? C'est d'abord le financement du fonctionnement de l'Union africaine. Vous savez que c'est presque pour plus de 50% qui sont financés par des donateurs occidentaux, je crois aux alentours de 56%, sur à peu près moins de 700 millions de dollars que nécessite le bon fonctionnement de l'Union africaine. Et à partir de là, on imagine que l'Union africaine n'est pas tellement indépendante dans ses décisions, dès lors qu'elle est tributaire de parties tierces qui sont d'autant plus tierces qui se trouvent en dehors du continent. C'est une situation très handicapante. Étrange aussi, se faire financer par les étrangers. Étrange d'autant plus que l'Afrique, malgré ses problèmes, malgré ses conflits, malgré tout, dispose de pays qui sont bien nantis, qui sont très riches, et qui ont des sous-sols énormes, qui sont exploités énormément par ceux-là même qui s'érigent en donateurs, qui deviennent des bienfaiteurs, alors qu'ils sont vraiment les premiers qui mangent dans ce râtelier qu'est l'Afrique, le sous-sol africain essentiellement, et effectivement, ça pose problème. Au-delà du financement, bien sûr, ça pose un problème d'administration, si j'ose dire. Les commissions, les fonctionnaires internationaux de l'Union africaine, leurs salaires. On y viendra tout à l'heure quand on parlera de ce qui a été accepté et de ce qui a été rejeté dans les réformes présentées par le président rwandais, qui est encore président de l'UEA jusqu'à la fin de l'année, avant de passer la main à Abdel Fattah el-Sisi d'Égypte. Et on verra que ça continue à poser des problèmes, que ce soit le financement ou l'organisation administrative de l'Union africaine. Très bien. Hicham Hafid, sans entrer dans les détails, on y reviendra plus tard. En quoi consistait globalement la mission de Paul Kagame, la mission réformatrice de Paul Kagame? Ok. Écoutez, avant de répondre à votre question, j'aimerais faire deux remarques qui me semblent d'une grande importance. La première, c'est que je pense que c'est la première fois qu'un sommet extraordinaire a été consacré pour des réformes institutionnelles de cette ampleur. Deuxième remarque, pourquoi cette mission de réformer l'institution panafricaine a été confiée à Paul Kagame, au président rwandais Paul Kagame.
Et je pense que la décision a été bien réfléchie. Pourquoi? Pour des raisons essentielles. La première raison, c'est que Paul Kagame connaît très bien l'organisation panafricaine pour avoir réformé sa gouvernance interne et également remodelé ou réformé sa gouvernance financière. Deuxième raison, c'est que Paul Kagame fait partie aujourd'hui de la nouvelle génération des chefs d'État qui ont une forte volonté politique et également se dotent ou porteurs d'une vision stratégique, non seulement pour leur pays d'origine, mais également pour l'Afrique tout entière. Donc il plaide pour une Afrique mouvante, une Afrique solidaire, une Afrique dynamique et également une Afrique fortement intégrée, soit sur le plan continental, soit sur le plan international, donc par le biais de l'insertion dans les chaînes de valeur mondiale, par le biais de renforcement de sa marge de manœuvre au sein des instances internationales, et ainsi de suite. Maintenant, je reviens à votre question. La réforme porte sur deux volets principaux. Le premier volet, que je qualifie de macro ou de universel, qui porte sur 4 domaines prioritaires. Le premier domaine, c'est la sécurité et la paix, les affaires politiques, la création d'une zone de libre-échange continentale pour encourager les investissements, renforcer le processus de dynamisation industrielle et pour encourager les échanges intracommunautaires. Et le quatrième domaine, c'est l'adoption d'une position commune que l'Afrique peut avoir ou peut faire face aux défis communs, à l'instar de la révolution technologique, le changement climatique, ainsi de suite. Sur le plan microéconomique, ou plus spécifique, il porte sur 2 volets importants. Le premier volet, c'est la gouvernance institutionnelle et interne de l'institution panafricaine afin de rationaliser les commissions, rationaliser cette institution en réduisant le nombre d'institutions de 8 à 6 commissions à travers la fusion de la commission relative, effectivement, politique avec le commerce et économique avec le commerce et industrie et politique avec la paix et la sécurité. Donc ça c'est ce premier point. Deuxième point, c'est la mise en place d'un cadre institutionnel pour pouvoir évaluer les performances de chaque État et le respect de la parité hommes-femmes, l'intégration du secteur privé dans les instances régionales. Autant de choses que Kagame a faites dans son pays. Effectivement. C'est pour ça que j'ai dit que Paul Kagame a fait beaucoup pour son pays. En l'espace de 25 ans, a pu sortir son pays de la pauvreté et de ce développement. Et aujourd'hui, le Rwanda devient un très bon élève en matière de gouvernance et de gestion financière et ainsi de suite. Bien classé dans tous les classements internationaux. Deuxième volet, concerne la gouvernance financière. La gouvernance financière qui vise à gagner en autonomie financière, en obligeant les pays membres de l'institution panafricaine de respecter leurs engagements, en vue d'avoir plus d'efficacité, également plus d'autonomie financière vis-à-vis des bailleurs de fonds étrangers. Donc je pense que ces 2 volets qui constituent la pièce maîtresse de la réforme institutionnelle proposée par Paul Kagame, nous y reviendrons tout à l'heure dans le débat. On reviendra justement sur cette question de commission, mais avant, on continue le tour de table général. Aziz Saïdi, ça n'avait pas l'air d'être simple, d'être gagné à l'avance. D'après ce qu'on sait, il y avait des clans quand même au sein de l'Union africaine, ceux qui étaient pour ces réformes, qui les portaient, qui les soutenaient, et ceux qui étaient plutôt réticents. Comment se passaient les choses au départ? Tout à fait, en fait, plus que ça, puisque maintenant... À l'issue du sommet, on a vu que pas mal de résolutions ont été élaguées. D'ailleurs, il y en a 22 sur 55 qui sont passées. Et ça, c'est symptomatique d'abord du projet en lui-même. Un projet d'importance, puisque, comme le disait Seycham, c'est la première fois que l'Union africaine s'attaque de front à sa réforme institutionnelle et financière, pour des raisons que vous avez rappelées, et qui ont trait donc à l'autonomie financière, qui impacte vraiment lourdement l'indépendance de décision. Alors, on parle des bailleurs de fonds qui sont étrangers et qui ont des intérêts en Afrique et qui portent donc financièrement l'Union africaine, ce qui l'empêche d'avoir des réactions vis-à-vis d'eux. Mais on a vu aussi un scandale retentissant sur le siège de l'Union africaine parce que ça a été offert, le matériel a été offert par la Chine. Et ben, la Chine en a profité pour espionner l'Union africaine et avait accès même aux réunions closes. Est-ce que c'est confirmé ça? Parce qu'on en a entendu déjà il y a plusieurs, il y a un an ou 2.
Tout à fait, c'est confirmé. Ça a été confirmé par le président de la Commission. Mais après, bien sûr, on ne va pas se fâcher avec la Chine, qui est l'un des plus gros investisseurs en Afrique. On a besoin de la Chine. Et puis, de toute façon, on le sait, ces scandales d'espionnage, c'est quelque chose qui est un secret de polichinelle. On a vu que tout le monde espionne tout le monde. Tout le monde espionne tout le monde. Il y a vraiment besoin de mettre des micros, hein, vous savez, avec nos smartphones. Voilà, tout le monde espionne tout le monde. Et puis, on ne va pas rappeler le scandale d'il y a quelques années, durant le mandat Obama. Obama a espionné Merkel, Hollande. Voilà, tout le monde y est. Exactement. Comme on dit, avec des amis pareils, pas besoin d'ennemis. Tout le monde y est droit, mais du coup, en fait, ça pose une question essentielle qui est celle de la souveraineté de l'Afrique et de l'Union africaine, cette instance panafricaine qui est censée porter la voix de l'Afrique et qui se voit donc empêchée d'avoir une indépendance à travers, parce qu'elle n'a pas d'autonomie financière. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc imaginez que les réticences dans ce sens-là, bon, elles vont venir de manière détournée, mais il y a déjà des réticences des puissances étrangères. On va parler tout à l'heure de la taxe sur l'importation. Eh bien, Trump parle des règles de l'OMC pour justement refuser cette mesure. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi des clans à l'intérieur même de l'Afrique, parce que ces réformes engageaient des changements, des inflexions stratégiques qui étaient super importantes. Alors, en Afrique, il y a deux sortes de refusniks. Il y a les premiers, c'est d'abord l'administration en elle-même, c'est-à-dire le personnel de l'Union africaine, qui avait... s'est habitué à un confort. Qui s'est habitué à un confort. Je peux vous dire que lorsqu'il faut désigner un candidat pour prendre en charge une commission, c'est un jeu d'alliances et de banques de faveurs dans chaque région, donc quelque chose de très important. Le fait de réduire le nombre de commissions, ça veut dire qu'il y a moins de faveurs à distribuer, ça il faut le dire. Et puis il faut dire aussi que par exemple, l'une des réformes proposées qui n'ont pas abouti, c'est celle de donner la latence au président de la commission pour qu'il devienne le vrai patron et justement de pouvoir nommer C'est un peu calqué sur l'Union européenne, ça. Tout à fait. Donc le fait que lui-même puisse nommer les présidents de commission, ça donnait plus de légitimité à la hiérarchie, mais ça sortait ces postes du jeu de banque de faveurs qui existe au sein de chaque région. Il y a aussi un autre volet qui est celui des communautés régionales africaines, il y en a qui sont très avancées, notamment la CEDEAO. Eh bien, ces communautés, notamment celle de l'Afrique australe, la CEMAC, ces communautés ont des précarés à défendre. Il faut une juste distribution des responsabilités entre les communautés régionales et l'instance panafricaine qui chapeaute le tout. Or, l'Afrique du Nord ne peut pas rentrer dans ce jeu-là, puisque l'UMA est un projet qui n'est pas... ça reste un projet, mais qui n'a pas de réalité... Existence réelle sur le terrain. Pas de réalité sur le terrain. Donc on voit mal le pays d'Afrique du Nord défendre ça. Pour le Maroc, on a demandé l'adhésion à la CEDEAO, chose qui n'est pas encore actée, même si les chefs d'État, bien sûr, ont donné leur accord. Mais voilà, il y a plein de paramètres qui font que, et d'ailleurs ça dépend des mesures, les refusniks pour des mesures ne sont pas forcément les mêmes pour d'autres. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et qui font que Paul Kagame, qui, comme vous l'avez dit, représente une sorte de nouveau leadership africain, comme d'ailleurs sur d'autres dossiers, Sa Majesté, il représente donc il veut incarner une sorte de rupture dans la gouvernance de l'Union africaine, à l'image de ce qu'il a fait pour son pays. Donc, et qui représente un modèle. N'oublions pas qu'en 1994, le Rwanda était en proie... Donc si on vous comprend bien, Aziz Saïdi, c'est un changement total de l'acte constitutif de l'Union africaine qui remonte à 2002, une sorte de séisme. Les chefs d'État africains sont habitués à des discussions politiques, économiques, stratégiques, si on veut, mais pour le côté institutionnel, je crois qu'ils sont partis un peu dans tous les sens. Alors justement, Naïm Kamal, ces réformes qui consistent à donner donc plus de pouvoir au président de la Commission et aux commissaires, avec ce que disait Aziz Saïdi et Hicham Hafid sur la baisse du nombre de commissions. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est quoi ces pouvoirs qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y aura après?
Au fait, il n'y avait rien, parce que le sommet reste souverain. Et on l'a vu récemment quand la question du Sahara a été soustraite au débat et à la décision de la Commission sécurité et paix. Parce qu'on a vu que, comme ça se produit souvent aussi au niveau de l'ONU et au niveau d'autres instances, souvent les bureaucraties, disons, ou les technostructures, pour ne pas être péjoratif, des instances ont tendance à vouloir se substituer aux États, aux chefs d'État, au gouvernement, et devenir quelque chose d'autonome. Or, ce n'est pas possible sur le terrain. Théoriquement, c'est une bonne chose, peut-être, mais sur le terrain, ce n'est pas vraiment réaliste. Parce qu'on l'a vu et on le voit dans la réforme que veut donner Paul Kagame aux instances de l'Union africaine. Il y a beaucoup de réticence de part de chefs d'État qui ne veulent pas céder une parcelle de leur pouvoir à ces commissions ou à ces fonctionnaires. C'est le cas d'Abdel Fattah Sissi, qui lui, rappelons-le, son parti des refusniks, apparemment. Oui, il fait partie, il en est même la tête. C'est lui qui prend la D'ailleurs, suite. si on a précipité un peu, précipité, c'est une façon de dire, on a un peu précipité avant le passage de avant le flambeau passage de Kagame à Sissi. du relais Voilà. de Kagame à Sissi, qui sera le prochain président de l'EA pour une année, et qui risquait de dormir et de mettre sur le coude toute la réforme. Donc il y a d'une part, parce que c'est là le problème, d'une part la volonté de donner les outils de plus d'efficacité à cet appareil, mais il y a en même temps les velléités ou les réticences naturelles des États, et qu'en définitive l'Union africaine, à l'image de toutes les instances internationales, il est quelque part la synthèse de ce que sont les États qui la composent dans la réalité sur le terrain. Donc, avec ses contradictions, ses faiblesses, les États forts, les États faibles, les plus influents, les moins influents. Et dans ce jeu, il est toujours difficile. Bien sûr, les moins puissants auront toujours tendance à vouloir arracher du pouvoir pour qu'ils puissent en user à l'intérieur de la... Oui, voilà, les puissants n'ont pas envie de céder, et on est dans un cycle. Mais bon, on va dire que l'essentiel de la réforme, c'est comment rendre l'appareil de l'Union africaine, les commissions, d'abord moins budgétivores, d'où la réduction, parce que la réduction, il a été faite plus sur une approche financière que selon une approche d'efficacité. Bon, parce qu'on a été mélangé le commerce avec la sécurité, la politique, etc. Alors qu'on aurait dû... L'industrie et le commerce vont plutôt ensemble, alors que l'industrie a été jetée vers une autre... C'est une sorte de rationalisation. Oui, vers une autre commission. Donc il y a cette volonté de rationaliser, ou, disons, si ce n'est pas rationaliser, d'économiser. Mais c'est des économies d'échelle, de bout de chandelle, en tout cas, définitive. On est loin de ce qu'avait dit, on s'en souvient tous, Jacques Chirac en 2003, sur les petits pays de l'Union européenne qui venaient de rentrer. On n'en est pas encore là, mais il est tout à fait normal que dans un aréopage d'une cinquantaine d'États, il est normal que les plus puissants... Qu'ils se manifestent. Bon, maintenant, est-ce que tout ça sur le terrain comment ça va se concrétiser ? Ça reste à voir. Il faut laisser le temps au temps. Alors, Hicham Hafid, est-ce qu'il y a eu aussi, au-delà du côté institutionnel politique pur, il y a eu des mesures financières qui ont été adoptées ou du moins proposées? Quelles sont ces mesures globalement, enfin les plus importantes, les plus marquantes? Les plus importantes, c'est la réduction des commissions. En passant de 8 à 6, cette réduction, cette rationalisation pourra générer plus de 500 000 $ par an. Et ça pourra être un atout considérable pour l'économie, pour le financement de l'institution panafricaine. Deuxième chose... On peut avoir une idée du fonctionnement de l'Union africaine, enfin du budget. Est-ce que vous avez une idée de ça? Est-ce que c'est connu? C'est un chiffre qui est connu. 681 millions. 681 millions,5 de dollars. De dollars. Effectivement. Donc ça fait à peu près un peu moins de 1% qu'ils vont économiser, c'est pas...
Beaucoup moins. Oui, Oui, j'ai dit, c'est des rien du économies tout, c'est rien du d'échelle. C'est par an. Après, vous avez la taxe Kagame, la taxe de 0,2% des importations en provenance des importations africaines en provenance du reste du monde, c'est-à-dire des pays hors continent africain. Cette taxe, bien évidemment, elle va renforcer, va renforcer la souveraineté financière de l'institution panafricaine. Et qui dit souveraineté financière dit souveraineté politique. Donc on voit très bien que cette institution est fortement dépendante des bailleurs de fonds étrangers et ainsi de suite. 75% ou 84% des financements de l'institution panafricaine provient des étrangers, bailleurs de fonds étrangers. Donc je pense que c'est dans le rapport, le rapport a été fait avec Paul Kagame et 9 experts issus du continent africain. Donc ils ont prétendu que 0,5% des importations imposées sur les importations en provenance du reste du monde pourra financer 75% des projets structurants de l'Union africaine, notamment dans le domaine de la sécurité, l'infrastructure, de développement humain, de capital humain, et ainsi de suite, et 25% dans le cadre des opérations sécuritaires. Ça, c'est très important. Et si nous regardons aujourd'hui, c'est ça le problème de la majorité des pays africains, c'est l'effectivité des réformes, c'est-à-dire la mise en place réelle de ces réformes. Si nous regardons aujourd'hui uniquement 24 qui sont en train de procéder à la mise en place de cette réforme qui a 0,2 de taxe sur les importations. Uniquement 13 pays qui ont effectivement commencé à collecter les fonds. On voit, à l'instar de Kenya, du Rwanda, l'Éthiopie, le Maroc, le Gabon, le Sénégal, le Gabon également. Et on voit aujourd'hui... Comment ça se passe pour les pays qui ont des accords de libre-échange avec les autres sur la fameuse taxe? Des accords de libre-échange avec les autres, comme il vient de le dire, c'est Saïd, c'est que... On prend la somme, je dis n'importe quoi. Alors laissez-le terminer, il a plus d'informations. C'est juste des prétextes pour empêcher l'Union africaine d'avoir son autonomie financière. Ce sont des prétextes, des alibis stratégiques pour pouvoir empêcher de... Donc il y a une résistance finalement, ce que disait Donald Trump sur l'OMC, ça ne tient pas la route finalement. Effectivement, ça ne tient pas la route, mais vous savez que la majorité... La plupart, tous les pays africains sont adhérés à l'OMC. Donc c'est pour ça, peut-être il y a des accords de la suppression des accords de libre-échange, de la libre circulation des personnes, des marchandises et ainsi de suite. Mais cette taxe ne va pas être appliquée sur les exportations, mais c'est les importations. Peut-être ça va avoir un impact sur la population locale, mais ça n'aura en aucun cas un impact. En définitive va payer. C'est qui va payer le différentiel de 0,2%, mais est-ce que c'est interdit par l'OMC ça? Non, ce n'est pas... Donc pourquoi Donald Trump dit que ça va à l'encontre? J'irai même plus loin. C'est ce Donald Trump qui est en train de dire ça. C'est le même qui lui-même a imposé des taxes à l'importation sur plein de produits canadiens, chinois. Enfin bon, mais c'est ce que disait Hicham Hafid, c'est pour essayer de contrecarrer, de mettre des entraves à ce processus. Rien que pour revenir aux pays qui ont des accords de libre-échange, c'est pas compliqué. S'il y a la volonté vraiment de dire, c'est de prendre un peu le volume des importations dans le cadre, le volume financier des importations dans le cadre de ce libre-échange et de les majorer de 2,5% et de dire, voilà, 0,2%, voilà ce que vous allez donner à l'Union africaine. C'est pas compliqué c'est-à-dire la technique d'aller ponctionner un budget ou une caisse, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est effectivement la volonté réelle de vouloir donner d'abord à l'Union africaine, de vouloir vraiment voler de ses propres ailes, de pouvoir aussi, parce qu'il y a des pays qui ne peuvent pas, pour qui 0,2% c'est beaucoup. Vous l'avez dit, il y a les répercussions, parce que finalement, en définitive, en aval, c'est la population qui paye. Puisque tout le monde va répercuter les 0,2% sur le commerce intérieur. Ça dépend aussi de la nature des produits qui sont importés. Oui. Donc c'est pas à la limite c'est pas très important si on parle de 0,2%. Si, ça dépend. Et remarque juste avant la pause, on a encore quelques secondes. Et pourtant, ça a très bien marché dans le cadre de l'UEMOA. Donc l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest a appliqué, depuis sa création, appliqué 1% sur les importations. Ça marche très bien. Tous les membres du 8 pays. Ils répercutent ça sur les prix et puis c'est tout. Effectivement, tous les pays, les 8 membres de l'UEMOA respectent leurs engagements financiers, contribuent. L'UEMOA aujourd'hui... Oui, mais c'est parce que la dynamique est d'autre. Parce que la base de l'organisation elle-même est déjà essentiellement économique.
Alors que l'UA Ben, est beaucoup plus, est plus politique qu'économique. Effectivement, Mais c'est ça. c'était l'objet même du passage de l'OUA à l'UA que de prendre justement en compte les aspects économiques et faire que l'instance panafricaine ne soit pas juste une instance purement politique. J'espère qu'on Moi, j'ai mon mot à dire là-dessus. J'espère qu'on y viendra après là. À l'époque, non, vous allez venir tout seul, comme d'habitude. Vous allez y aller. Ne vous gênez pas. Alors, Aziz Saïdi, juste avant la pause, une agence de développement a été créée, qui a gardé aussi son appellation de l'EHPAD. Qu'est-ce que va être cette agence et quel va être le rôle de pivot qu'elle va jouer entre elle-même, la Commission et les organisations régionales? Mais comme nous arrivons à la moitié du temps, on se retrouvera dans quelques minutes et vous me répondrez dans quelques minutes. Merci, à tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous, nous entamons la deuxième partie du débrief de cette semaine qui est consacrée au sommet de l'Union africaine sur les réformes institutionnelles et aussi sur le lancement du satellite Mohamed VI-B. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, nous en débattons avec Naïm Kamal, directeur de Kuwait.ma, avec Hicham Hafid, chercheur à l'Institut des études africaines, et Aziz Saïdi, directeur de la rédaction à la Tribune Afrique, à qui j'avais posé une question donc juste avant la pause sur le NEPAD. Sur la nouvelle agence de développement et sur l'articulation, le rôle qu'elle jouera techniquement. Comment ça va se passer? En fait, juste avant la pause, c'est ce que je disais à Sinaïm, c'est que le passage à l'UA, de l'OUA à l'UA, avait entre autres objectifs de prendre en compte les enjeux de développement beaucoup plus que ne le faisait l'OUA, qui était une instance purement politique. Parmi les initiatives prises par l'UA et depuis des décennies, à l'aube des années 2000, c'est la création du NEPAD, qui était une initiative qui visait le développement en Afrique. C'est une initiative qui a marqué certaines avancées, mais qui reste avec un bilan mitigé. Maintenant, la décision a été prise de créer cette agence, de créer une agence avec la même mission, mais de garder la marque NEPAD parce qu'elle a fait du chemin. Et c'est connu. Maintenant, ce qui va changer, c'est que ça devient une vraie antenne de l'Union africaine. Son budget dépend de l'Union africaine. Et l'objectif derrière cette réforme technique, c'est de faire que le NEPAD serve les objectifs stratégiques de l'Union africaine. Une manière d'harmoniser un peu le travail. Est-ce qu'il y a des objectifs stratégiques? C'est quoi ces objectifs stratégiques, par exemple? Des objectifs stratégiques, d'abord par rapport au développement, c'est-à-dire prendre en compte la dynamique démographique et la dynamique de croissance et la dynamique de création d'emplois et de les mettre au même diapason pour pouvoir avoir un dividende démographique. Il y a d'autres aspects, dans ces mêmes aspects, il y a des aspects liés à l'éducation, il y a des aspects liés au projet, au programme. Des terres aussi, il y a 60% des terres arables du monde qui sont en Afrique. Donc tout à fait. Maintenant, il faut mettre ça aussi en concordance avec le travail de l'ABAD, qui est la Banque africaine de développement, qui a aussi des objectifs stratégiques qu'elle maintient à travers le financement de projets. Et là, comme vous l'avez dit, par exemple, elle a un objectif stratégique qui est celui de nourrir l'Afrique. Et là, pour le coup, c'est tout un travail sur l'agro-industrie et sur l'agriculture. On va pas parler de tous les détails de ce secteur qui est vital, mais il faut arriver à nourrir une population qui va doubler d'ici 2050. Donc ce n'est pas rien. Parmi les autres, on a parlé du NEPAD, mais je voudrais juste compléter un peu les initiatives qui ont été prises. Il y a aussi la création d'un fonds pour faire face aux urgences, un fonds qui devrait être doté à terme de 400 millions d'euros. Pour l'instant, 160. Pour l'instant, non, on a juste 60 par les pays africains, donc on est loin du compte. Mais c'était une manière aussi, parce qu'à chaque fois par exemple, qu'il y a un fléau ou il y a une situation d'urgence, l'Union africaine ou les pays africains doivent se tourner vers les bailleurs de fonds étrangers pour y faire face. En créant un tel outil, on peut espérer justement avoir une autonomie de réaction qui puisse nous permettre de réagir très rapidement face à des situations d'urgence. Mais encore une fois, moi, j'aimerais remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, Paul Kagame avait une course contre la montre. C'est un secret. Oui, il y a une passation qui va se passer en début 2019 et avec la présidence d'El-Sisi, du président Sisi, président égyptien.
et qui, enfin, dit-on, se verrait plus dans un rôle de médiateur ou dans un rôle de concert africain classique, beaucoup plus que le réformiste Kagame. Et donc, d'où d'où la très expérimenté Kagame, contrairement à Sisi, qui lui a 4 ans de règne derrière lui, de présidence. C'est pas là le problème. C'est un problème de culture et de formation, de structure intellectuelle. Kagame, c'est la nouvelle génération. Il est dans l'économie. Il est au pouvoir depuis beaucoup plus longtemps que Sisi, en tout cas. Oui, c'est la jeune génération, mais il est au pouvoir depuis 25 ans. Si, il est dans la continuité, même s'il n'en est pas conscient peut-être lui-même, dans la continuité de l'Égypte, de son histoire, de son passé, de Nasser à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un ralentissement de ces réformes, mais bon, il restera pendant 1 an, pas plus. En plus, il estime qu'il veut avoir un rayonnement politique. Sisi est en quête d'une place sur l'échiquier international parce que son arrivée au pouvoir a été entachée par le coup d'État. Ne l'oublions pas que l'Union africaine... Donc il est sur une autre logique. L'Union africaine avait gelé la participation, de l'Égypte. On laisse finir. Il y a juste un point essentiel que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le fait que si on veut renforcer l'UA, il faut donner un bout de souveraineté. Bien sûr. Et je pense que Kagame est un réformateur et convaincu, et il est convaincu du rôle de l'UA, et donc il est prêt lui-même à prendre le lead d'un tel projet, parce qu'il est prêt à donner un peu de la souveraineté de son pays au profit d'une souveraineté plus large panafricaine. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de Sisi ou d'autres pays. Comment Hicham Hafid, comment l'agence de développement peut articuler son action? Il y a quand même pas mal d'instances. Il y a la commission, il y a la conférence des chefs d'État, il y a le NEPAD, donc l'agence de développement, et puis il y a surtout les organisations régionales, comme la CEDEAO, comme l'UMA qui ne fonctionne pas trop, mais elle est là, l'accord de l'Afrique australe. Comment ça peut se passer? Il convient de souligner que l'agence de développement de l'Union africaine a été approuvée lors de la 31e session ordinaire tenue à Nouakchott en 2018, juillet 2018. Donc il est considéré aujourd'hui comme étant un cadre technique et stratégique pour l'Union africaine. Ça, c'est très important. Du moment où il va se doter de sa propre identité juridique et ses propres statuts qui seront présentés présentés au prochain sommet extraordinaire, le sommet en 2019. Donc, le principal objectif de cette agence, c'est d'accompagner l'agenda 2063, qui vise la mise en place réelle et effective de la zone de libre-échange continentale, en vue d'échanger, de renforcer les échanges intracommunautaires, de renforcer les dynamiques industrielles et aussi de mieux s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. Ça, c'est très important. Le premier objectif de cette agence. Deuxième objectif, c'est de coordonner la mise en place des programmes et des projets de développement prioritaires, régionaux et continentaux. Ça, c'est très important, à l'instar de projets concernant le développement humain, le capital humain, projets d'industrialisation, ça parce qu'aujourd'hui l'Afrique souffre d'énormes problèmes d'infrastructures, que ce soit matériel ou, on va en parler tout à l'heure, technologiques, d'infrastructures de communication et autres, pour pouvoir améliorer ou pouvoir faciliter le transfert technologique. Ça, c'est très important. Deuxième chose ici, aussi l'industrialisation, les dynamiques d'industrialisation. Aujourd'hui, l'Afrique souffre également d'un problème d'industrialisation. Presque tous les pays sont exportateurs de produits bruts. Et d'après les études que nous avons évoquées, c'est que uniquement si on exporte, les pays africains transforment sur place 1% de leurs exportations brutes, ça pourra créer plus de 500 000 postes d'emploi. Ça, c'est très important. Donc, le rôle principal de cette agence, c'est d'accompagner l'agenda 63, de collecter les fonds pour le financement de certains projets de développement prioritaires régionaux et continentaux, et aussi d'améliorer la gouvernance financière et institutionnelle de l'Union africaine. Hicham Hafid, quel est le rôle du Maroc, justement? Le Maroc qui a fait un saut qualitatif en commençant à transformer, ne serait-ce que si on parle du phosphate. Quel est le rôle du Maroc dans cette agence de développement? En quoi il peut agir? En quoi il peut faire bénéficier les autres pays africains de son expertise qu'il a depuis une dizaine d'années maintenant?
Le rôle du Maroc est considérable dans ce sens. Donc il pourra, comme vous venez de le dire, il pourra bénéficier des autres pays de son expérience, dans le domaine, soit dans le domaine de l'agriculture, hein, notamment de la sécurité alimentaire, dans le domaine bancaire, financier, dans le domaine également de l'industrialisation, dans le domaine de la logistique, l'infrastructure et autres. Donc il pourra jouer un rôle important dans le cadre de cette agence en échangeant de plusieurs dans le domaine de l'expertise, du savoir-faire également et de certains projets structurants et apportés à vocation sociale et humanitaire. Très bien. Alors, Aziz Saïdi, une petite question. Jusque-là, Paul Kagame a été le bon, le gentil, qui fait le travail, mais il a été aussi un peu méchant dans les sanctions qu'il a proposées pour les pays qui ne veulent pas payer ou qui ne s'acquittent pas. C'est quoi ces sanctions? Jusqu'où ça peut aller? Comment ça se passe? En fait, il y a une règle simple. Une règle simple, un fait qui a été évoqué par le président de la Commission, M. Mohamed Faki, qui disait en juin, 30% des cotisations dues ont été payées à l'Union africaine. À date du sommet, 50%, c'est-à-dire fin d'année. Ça empêche donc l'Union africaine de bénéficier de la moitié de son budget prévisionnel. La moitié est apportée par les donateurs qui donnent dans les 40% à peu près. Et donc il y a un réel problème dans ce sens-là. Bon, comme je le disais, le contexte du sommet qui vient donc à la fin du mandat Kagame et où Kagame donc en politique qui respecte la réelle politique a voulu pousser des mesures symboliques, des choses, et en abandonner d'autres parce qu'il ne fallait pas multiplier les batailles pour essayer de sortir avec un bilan satisfaisant. Or, donc, parmi les choses symboliquement qui ont été évoquées, d'ailleurs, juste pour rappel, la question de l'importation, des 0,2% sur les produits d'importation, a été mise de côté pendant le sommet, parce qu'on ne voulait pas en parler, parce que c'était encore critiqué par un pan des membres de l'Union africaine. Mais par rapport à ce système de sanctions, donc il commencerait, on parle d'une proposition de mesures de coercitives qui vont du simple avertissement jusqu'à l'exclusion, non pas de l'Union africaine, mais en tout cas d'empêcher le pays qui ne paye pas. La suspension, la suspension qui ne peut pas prendre part aux délibérations ni aux assemblées. C'est la peine, la peine maximale. Mais par contre, tout ça reste quand même tributaire d'une situation qu'il ne faut pas oublier. Certains pays, s'ils ne payent pas leur redevance ou leur dû à l'Union africaine, c'est parce qu'ils ne le peuvent tout simplement pas. Donc d'autres ne le payent. Ça n'a pas été prévu là pour mesure. Il y a eu même d'autres mesures où on voulait que la cotisation minimale des pays monte à $200 000. Bon, il y a des petits pays qui ne peuvent pas se le permettre. C'est quelque chose qui devra être discuté. Mais par contre, là où c'est le plus grave pour moi, c'est les pays qui, par volonté politique, ne le payent pas alors qu'ils en ont tout à fait les moyens. S'ils se retrouvent suspendus, ils s'en prendront à eux. S'ils ont de l'argent et qu'ils ne veulent pas payer pour des raisons qui leur... politique, parce que... On n'arrivera jamais là. Mais bien entendu. Non, c'est toujours difficile de suspendre un État, de suspendre une nation. Alors, dernière question, Naïm Kamel. L'Afrique est aujourd'hui tiraillée par plusieurs blocs ou catégories, les pays riches, les pays pauvres, les francophones, les anglophones, les démocraties, les États qui le sont moins. Alors, en plus, il y a cette arrivée d'une douzaine de grandes puissances occidentales qui convoitent le continent et qui sont en train d'essayer... occidental ou autre, effectivement. Le plus important, il est oriental, c'est la Chine. Voilà, le plus important, il est oriental. Donc, c'était un lapsus. Effectivement, est-ce que vous pensez que l'Union africaine peut résister à tout ça et peut véritablement faire un front commun avec tous ces clivages, avec toutes ces divisions et ces appétits étrangers? Je ne dis pas occidentaux. Écoutez, si on prend la photographie d'aujourd'hui, je serais pessimiste. Vous me direz que moi, je suis un pessimiste... incurable. Non, quand on vous connaît bien, on sait bien que vous êtes optimiste. Oui, c'est ça. Alors, non, je vous connais bien. Il y a la difficulté. Il faut revenir à la base du problème. La base du problème, c'est le développement de chacun. C'est comment chaque pays, quand vous faites la somme de la misère, vous avez la misère. Quand vous faites la somme de la richesse, vous avez la richesse. Or, aujourd'hui, au sein de l'UA, nous avons une somme hétéroclite avec quelques pays riches et tout autour, beaucoup de pauvreté, beaucoup de besoins,
beaucoup d'attentes, beaucoup de sous-développement, sachant que ce sous-développement est général au continent. Il y a peu de pays qui vraiment, peut-être un peu l'Afrique du Sud, qui sortent vraiment du lot. Et même l'Afrique du Sud est en train de perdre à ce niveau-là tous les acquis qu'elle avait gagnés, qu'elle avait eus à la base. Surtout ces 2 dernières années avec oui, la crise politique. Exactement, au moment de son indépendance. À partir de là, il va falloir beaucoup de bonne volonté. Il va falloir d'abord, on ne peut pas construire une Afrique forte tant qu'on n'a pas réglé le problème des ethnies et des frontières. Ce n'est pas possible. Tant qu'il y a des animosités, tant qu'il y a des conflits. Parce qu'il n'y a pas une région, donnez-moi une seule région, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre de l'Afrique, que ce soit austral, que ce soit autre, où il n'y a pas de conflits. Or, les conflits, par leur nature, sont là pour attiser la mésentente, pour attiser l'absence d'accord, l'absence de convergence. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la possibilité de mettre sur une même table... Il n'y a pas 36 solutions. Il y a où Non, changer les frontières et le principe de l'intangibilité des frontières, ou enlever les frontières. On prend la photographie d'aujourd'hui. Maintenant, évidemment, si on ne fait pas une projection vers le meilleur, ce n'était même pas la peine à la base de créer ni l'OEA, ni l'EA, et là j'ouvre une parenthèse, l'EA est plus la volonté de Kadhafi et de sa fantasmagorie sur l'Afrique et sur sa puissance que vraiment, voilà, qu'autre chose. Donc, mais c'est déjà, bon, on dit, on va pas rester les bras croisés ou les bras baissés. On va essayer d'avancer, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Et c'est, je crois, ce qu'on essaie, et on voit toutes les difficultés qu'il y a. Alors, on va laisser l'Afrique. Je pense que... Si vous le permettez, juste rapidement, très rapidement, il n'y a pas à être optimiste ou pessimiste. Il y a une urgence qui est celle d'un continent qui va doubler de population, qui a des enjeux de développement qui sont énormes et qui ne peut pas se permettre que chaque pays ait un plan de développement tout à fait autonome sans regarder les autres. Il y a un effet d'échelle qui est important à prendre. Il y a une réussite relative qui est celle de la CEDEAO. On voit qu'il n'y a pas de conflit entre les pays de la CEDEAO, même s'il y a le fléau du terrorisme qui touche les pays de la CEDEAO. Mais je pense que, enfin, c'est pas que moi qui pense, c'est tous les observateurs et les analystes, et même maintenant il y a une prise de conscience parmi les chefs d'État, c'est qu'il faut avoir des stratégies de développement à échelle régionale, voire continentale. Pour conclure, je dis juste que le mandat de Kagame a été quand même fécond, puisqu'il y a eu la signature de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, ces mesures de réforme plus ou moins abouties, mais ça restera quand même un momentum clé. J'espère que dans les années à venir, on profitera de cette base pour aller de l'avant. Il a donc fait le job. On va laisser les autres le poursuivre en espérant que Abdel Fattah Sisi fera du travail. Sinon, il sera là pour 1 an et on passe à quelqu'un d'autre. Alors, on va prendre de la hauteur. Et donc, 1 an et 2 semaines après le lancement du premier satellite, un second a été mis sur orbite cette semaine. Il porte le nom de satellite Mohamed 6B pour l'observation des sols, du climat, des océans et des frontières. Aziz Saïdi, on reste avec vous. Pourquoi un deuxième satellite ? Paraît-il, pour des questions techniques, puisqu'il y a une complémentarité entre les deux satellites, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans avoir 2 satellites. Travailler en réseau. Tout à fait. Non, si vous permettez, oui, c'est que la rotation du premier est verticale et la rotation du second est horizontale, de manière à ce qu'on puisse couvrir l'ensemble des territoires ciblés par la prospection spatiale ou par l'exploration spatiale dans son ensemble. D'ailleurs, même le positionnement technique des satellites, qui est, qu'on dit synchrone, est fait de façon à ce que les satellites, l'angle soit toujours orienté vers le Soleil, de manière à avoir toujours des images avec la même clarté. Donc, il y a
entre les deux. Mais c'est surtout, à mon sens, hein, mais je ne suis pas un expert là, non plus, c'est que... Ah ben on dirait, hein, vous savez, on sur le vertical, l'horizontal et tout. Oui, on est non, dépassé. non, On attendait de voir. vertical c'est comme ça, horizontal c'est comme ça. D'accord. C'est pas compliqué ça. Je crois que c'est un peu plus en technologie, ça doit être un peu plus c'est pas très compliqué. Alors on va laisser la technologie aux techniciens. Et Hicham Hafid, économiquement, vous voulez ajouter quelque chose? C'est vous qui avez la parole, excusez-moi. Oui, oui. Non, juste pour dire que, enfin, un deuxième satellite pour des raisons techniques, ça c'est sûr, mais en tout cas, on y reviendra plus tard, ça fait partie normalement d'un programme spatial qui doit être déployé sur des années, donc, voire des décennies. Donc, il est tout à fait logique que quand on va vers cette conquête des étoiles ou de l'espace, il faut le faire non pas en one shot, mais à travers un programme abouti. D'accord. Hicham Hafid, économiquement, ça sert à quoi un satellite comme ça? Ben écoutez, ce qui est génial dans cette affaire, c'est que le lancement de ce deuxième satellite B Mohamed 6B a coïncidé remarquablement avec le lancement du train à grande TGV. vitesse, TGV. Donc, c'est deux types d'infrastructures qui sont fortement complémentaires. L'infrastructure physique dans le cadre de la logistique et l'infrastructure également dans le domaine de la technologie spatiale. Ça, c'est très L'infrastructure qu'on important. voit, l'infrastructure qu'on sentira. Effectivement, ça On c'est très important. Ça pourra jouer un rôle très important pour l'économie marocaine en termes de... Vous savez que le Maroc a une très grande expérience dans le cadre de la prévision des conditions météorologiques, ça c'est important. Donc il va aider le Maroc à renforcer son avantage comparatif de plus en plus. Il va le transformer en avantage comparatif compétitif en attirant plus d'investisseurs étrangers parce que les investisseurs aujourd'hui, ils cherchent la logistique, ils cherchent l'infrastructure, ils cherchent également la technologie spatiale. Ça c'est très important. Ça, c'est à l'échelle locale. À l'échelle continentale, le Maroc aujourd'hui est considéré comme étant le troisième leader en termes de technologie spatiale, après l'Afrique du Sud et l'Égypte. En Afrique, bien sûr. Effectivement, en Afrique. Donc, il va aider les pays. Bon, peut-être il va être considéré comme étant un outil important dans le cadre de transfert technologique, surtout avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Et certains économistes analystes prévoient, dans le cadre des effets dynamiques de la zone de libre-échange continentale, l'intégration régionale continentale d'une manière générale, c'est les effets des économies d'échelle et le transfert technologique. Le transfert technologique, je pense que le Maroc commence à prendre conscience de ces défis, de ces enjeux à l'échelle continentale et est en train de mettre en place une approche préventive dans le cadre de la coopération, dans le cadre de la réussite de cette zone de libre-échange Justement, en continentale. termes de coopération, Aziz Saïdi, est-ce que on peut considérer ça comme un nouvel outil de coopération sud-sud? Des pays d'Afrique qui ont besoin d'images pour voir leur sol, pour voir un certain nombre de choses. Est-ce que ça pourrait servir à ça aussi? Pour faire le lien avec le premier sujet, l'Afrique a besoin de souveraineté. Le fait que des pays leaders en Afrique aient des programmes spatiaux, c'est quelque chose qui ne peut qu'aller dans ce sens. Maintenant, dans le sens de la coopération sud-sud, comme le dit Hicham, le Maroc, comme il l'a fait sur bien d'autres domaines, il aura une propension justement à partager un certain nombre d'informations et d'analyses et d'images avec les partenaires africains. Ça, c'est évident. Maintenant, pour revenir aussi sur l'aspect de conquête spatiale, c'est quelque chose une lubie africaine depuis quelques années. Le premier et le pionnier, c'est le Nigeria. Ils avaient commencé leur réflexion dans les années 90. Ils ont mis en place une agence spatiale en 2001, je crois, et avec un programme qui s'est poursuivi sur des années avec le lancement de satellites, rejoint très vite par l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui ont aussi un programme. Par la suite, donc Maroc, Algérie, plus récemment cette année d'ailleurs, il y a eu le Ghana, l'Angola. Encore une fois, ça dépend de la nature des satellites et de l'ambition qu'on veut avoir dans un programme spatial. Parce que les coûts sont différents pour les satellites et puis les utilisations aussi. Donc, je pense que cette quête de l'espace, c'est pas comme à l'époque où il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest qui faisaient la course, mais en tout cas pour nous, c'est un accès, la démocratisation de l'accès à l'espace qui arrive enfin à l'Afrique et qui
je pense, est un élément de souveraineté très important, un élément aussi qui peut plaider pour le développement et qui peut aussi plaider pour les aspects environnementaux et d'une manière prégnante, puisque l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique ou par le changement climatique plus généralement. Le fait que l'Afrique soit outillée par des satellites qui puissent avoir de l'observation très fine sur les changements et sur les durées de ce changement climatique nous permettra d'être dans une logique proactive et de ne pas subir le changement, mais plutôt être en prévention, avec des actions en préalable. Et c'est quelque chose qui est quand même très important. Non, pour résumer, si vous voulez, très rapidement, les deux satellites qui sont en rotation, qui vont fonctionner en complémentarité, vont permettre quoi au Maroc, en définitive? C'est de disposer de l'information. De la souveraineté de l'information, surtout, c'est-à-dire pouvoir avoir, jusqu'à présent, c'est pour mieux comprendre les choses. La question de souveraineté est beaucoup plus complexe. Parce que vraiment, il faut être possesseur de toute la chaîne technologique, de la fabrication au lancement. La propulsion est trop chère pour l'Afrique, pour l'instant. Voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire pour vraiment parler de souveraineté. Mais attendez, on reçoit quand même 500 images par jour et par satellite, ce qui veut dire 1000. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Je dis, c'est-à-dire que rien que pour l'utilisation des mots, c'est bien. Ce que ça va permettre ces satellites, ils vont nous permettre une certaine souveraineté. Ils vont permettre une certaine indépendance pour rester dans les limites du concevable. Mais ce qu'ils vont permettre aujourd'hui au Maroc essentiellement, c'est de disposer d'une information complète sur ce qui se passe dans son aire géographique et dans son entourage, qu'il s'agisse de mouvements humains, climatiques, naturels, mécaniques, etc. Alors on parle de cadastre, de climat, d'agriculture, de pêche, de changement. Et vous savez, les flux migratoires aussi, donc ça permet de surveiller ça. Quand on dispose de la bonne information au bon moment, avec précision, c'est à partir de là qu'on peut vraiment concevoir le développement, les plans de développement qui auront moins de risques de déraper ou d'aller vers des échecs que d'autres. Donc c'est essentiel et c'est ça où c'est l'acquisition de ces... Et aussi, bien sûr, une étape vers la souveraineté totale. Une étape, il y a un transfert de technologie, ça a été dit. Aujourd'hui, il y a de la formation humaine, il y a une familiarisation avec cette... technologie. Il reste une poignée de secondes, il veut intervenir, si vous permettez. Sur la question de souveraineté, jusqu'à maintenant, on devait demander ces images ou ces informations à des pays tiers, à des grandes puissances. Des fois, elles nous donnaient ce qu'elles voulaient, mais aussi peut-être qu'elles avaient d'autres priorités. Pourquoi elles vont prendre des clichés d'une certaine zone où il n'y a rien qui se passe, qui ne les intéresse pas. Nous, on a d'autres priorités. L'Afrique a d'autres priorités qui ne sont pas du tout les mêmes que les grandes puissances étrangères. Le fait qu'on accède, qu'on envoie nos propres satellites et qu'on accède à l'information, c'est quand même un élément de souveraineté prégnant. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.